Parce que les pratiquants ne sont pas tous licenciés, le département de l'Isère conventionne pour l'instant 43 sites d'escalade sur des falaises privées. C'est donc la collectivité qui endosse la responsabilité juridique en cas d'accident, alors que la fédération se charge de l'équipement et de l'entretien des voies. Le 9 juin, les Français éliront leurs députés européens. Le taux de participation risque encore une fois de jouer les arbitres. Après une visite à Bruxelles, les Grenoblois du programme Émergence veulent convaincre les jeunes comme eux d'aller voter pour faire entendre leur voix. Et puis la fédération Anna P10 qui accompagne scolarité et vie professionnelle des 10 tiendra son assemblée générale à Grenoble ce week-end. Sa présidente Agnès Vetroff est l'invitée du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 mars 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est dans ses cordes, le département veut continuer d'assurer les pratiquants d'escalade en conventionnant de plus en plus de sites naturels. D'après les estimations de la Fédération française de la montagne et d'escalade, vous seriez 70 000 à pratiquer chaque année la grimpe sur les falaises de l'Isère, comme sur le site des Gorges de Crocé, à cheval entre les communes de Saint-Étienne-de-Crocé et Saint-Joseph-de-Rivière. Mirko Pesci. En Isère, les sites d'escalade évoluent. Géré historiquement par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, le département participe aujourd'hui au conventionnement des falaises. L'escalade en Isère, c'est une pratique outdoor extrêmement importante, que ce soit pour les Isérois, mais aussi pour les touristes qui viennent nous voir. Donc il est important que l'on ait ces sites qui soient vraiment très très accessibles et dont nous pouvons faire la promotion. Depuis 2021, l'Isère conventionne 43 sites sur les 150 répertoriés dans le département. Leur rôle est de protéger la biodiversité, sensibiliser les usagers et suivre la fréquentation. Les sites d'escalade sont des propriétés privées. En s'engageant, le département récupère la responsabilité juridique du site en cas d'accident imprévisible. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir un alignement de tous les acteurs et donc les relations avec les propriétaires, ça fait partie du b.a.-ba et des premières étapes de pouvoir déjà se rapprocher des propriétaires pour les accompagner, puisque souvent ils ont des parcelles, ils ont des domaines pour lesquels des fois ils ne connaissent même pas le fait qu'il y a une activité escalade ou une activité, et donc l'enjeu c'était de pouvoir ne pas les laisser seuls face à ces activités qui contribuent au rayonnement du territoire. Autrefois, en cas d'accident, la convention entre le propriétaire et la fédération désignait la FFME comme responsable. Pourtant, sur les 70 000 grimpeurs qui pratiquent l'escalade sur les falaises iséroises, peu d'entre eux sont licenciés. Il y a eu une évolution extrêmement importante il y a quelques années. La fédération qui avait pris la garde juridique des sites, c'est-à-dire la responsabilité du propriétaire, a été condamnée sans faute suite à un accident. Nous ne licencions qu'une partie des pratiquants, probablement moins de 10% des pratiquants. Et donc il nous a semblé pas normal que la fédération seule assume cette responsabilité du propriétaire. On a cherché à partager les responsabilités. Celle du propriétaire, ça ne devait pas être la nôtre. Nous, notre job, et c'est ce que nous faisons, nous prenons la responsabilité de l'équipement et de l'entretien des falaises. Chaque année, 70 000 € sont investis par l'Isère pour l'entretien de 4 000 voies d'escalade. En 2024, 20 nouveaux sites s'ajouteront aux 43 conventionnés par le département. De nouveaux sites parmi lesquels pourraient figurer les voies de Presles. La communauté de communes de la Matésine se donne encore un mois pour trouver les soutiens financiers pour maintenir l'activité à l'Alpe du Grand Serre et lancer le projet 4 saisons qui prévoit de remonter le front de neige en construisant une nouvelle remontée. Évaluée à 27 millions d'euros, il manque encore 7,5 millions et l'État n'a toujours pas donné de réponse. Sans compter le déficit d'1 million d'euros de la régie. Pour aider à combler ce trou, une opération forfait solidaire a été lancé en attendant de faire la fête les 23 et 24 mars pour la fin de la saison, en espérant que ce ne soit pas la dernière. Air Cocaïne, le retour. Un habitant du plateau mathésin âgé de 56 ans a été interpellé vendredi dernier à sa descente d'avion à Roissy avec dans ses bagages 6 kilos de cocaïne en provenance des Antilles néerlandaises destinée à alimenter le trafic dans l'agglomération grenobloise. Soupçonné d'avoir recruté et organisé le voyage de la mule, un échirolois de 36 ans et un habitant de Clé de 39 ans ont également été arrêtés. Ils ont tous les trois été mis en examen et placés sous mandat de dépôt et écroués. Le fruit d'une enquête initiée l'an dernier par les policiers grenoblois.
dans leurs camions, des grands 8, des autotamponneuses, des pêches au canard ou encore des machines à barbe à papa. Les forains de la 88e foire des rameaux sont arrivés cet après-midi sur l'esplanade de Grenoble, provoquant au passage quelques bouchons à l'entrée de la ville. Près de 290 camions et caravanes, plus de 1200 personnes, un véritable village sur roue entre la 480 et la Porte de France qui a déjà fait le spectacle avant le début des réjouissances le 23 mars et pour 3 semaines. L'arrêt de tram comme le parking resteront eux fermés jusqu'au 19 avril. En France, voter est un droit et pas un devoir, mais c'est le moyen d'expression populaire le plus démocratique, quel que soit votre âge, et plus encore pour les jeunes, les plus nombreux à délaisser les urnes. Les élections européennes ne font pas exception, alors pourquoi ne pas tenter de faire passer le message par les jeunes, pour les jeunes? Fanny Abraham et Fiona Vinois. Une mobilisation de la jeunesse pour la jeunesse. Voilà ce qui définit le programme Émergence dont ces jeunes font partie. D'abord par les arts de la scène, comme la danse, le chant ou l'éloquence, puis par des conférences de presse. Avec ce programme, les jeunes s'expriment sur différents sujets de société. On utilise cet art justement pour toucher plus de personnes, puisque pour mon cas, la danse, c'est un art. En fait, tu t'exprimes pas par les mots. Et du coup, en fait, chaque personne peut interpréter ce qu'elle voit. Chaque jeune s'exprime avec son art et donc ça nous a conduit à participer à des projets en Europe comme en Belgique. De Grenoble à la Commission européenne de Bruxelles, rien ne prédestinait ces jeunes à en arriver là. Mais voilà qu'après des mois de préparation et de réflexion sur le sujet de l'Europe et son impact sur la jeunesse, ils ont eu la chance de présenter leur projet de proposition et d'adaptation d'amendements à une députée européenne. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qu'on disait, c'est nos droits dont on n'était même pas au courant. En plus, moi, j'ai commencé le projet, je venais juste d'avoir 19 ans. Donc 90% des possibilités que j'avais, j'ai tout raté. Et ouais, c'est plus ça qui m'a marqué. Et c'est pour ça qu'on a proposé l'amendement dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'information des jeunes dès le plus jeune âge, dès l'école, pour permettre qu'il n'y a pas de nouveau Yanis qui rate tous ses droits. Porté par la ville de Grenoble et dans le cadre d'une campagne de mobilisation, le programme Émergence appelle la jeunesse en âge de voter à s'inscrire sur les listes et à exprimer sa voix durant les prochaines élections européennes le 9 juin 2024. On a voulu souhaiter rappeler aux jeunes comment on pouvait justement aller voter. En fait, c'est leur permettre d'avoir le choix, c'est-à-dire d'être inscrits sur les listes électorales pour qu'ensuite ils fassent librement leur choix d'aller voter ou non. Souvent laissée à l'écart, la jeunesse refuse d'être ignorée et souhaite émerger dans le paysage politique actuel. Et pour ceux qui ont 18 ans dans l'année, qui n'ont pas été inscrits automatiquement sur les listes électorales, il est encore possible de faire la démarche jusqu'au 3 ou au 30 mai selon votre date de naissance. Et attention, pour les plus vieux, c'est jusqu'au 1er mai. Grenoble a un match des demi-finales après avoir remporté leurs 2 premières rencontres face à Amiens le week-end dernier à Pôle Sud. Les Brûleurs de Loup ont enfoncé le palais en allant s'imposer mardi soir en terre picarde. Après 10 premières minutes un peu décevantes, les Isérois ont lâché les chevaux pour l'emporter 6-2. Prochain et peut-être dernier match de ce tour ce mercredi soir. À noter aussi mardi soir la défaite du favori Rouen à Nice. 6 à 8% de la population française serait concernée par des troubles 10, des troubles qui restent longtemps invisibles et qui ne sont pas toujours correctement pris en compte, notamment à l'école et plus tard dans la vie professionnelle. On en parle avec vous, Agnès Vetroff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la fédération ANAPEDIS qui organise son assemblée générale à Grenoble vendredi et samedi. Vous êtes également responsable de l'antenne locale APEDIS Isère. Vous accompagnez l'ensemble des scolarités et vie professionnelle des 10. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres DYS ? C'est une constellation de troubles qui fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Et pour les dyslexies, elle représente bien 8% de la population, mais pour l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, ça fait 20% de la population. Donc c'est pour ça qu'il faut aménager pour que ces personnes puissent choisir une orientation et pouvoir s'insérer en vie professionnelle. Vous avez parlé de la dyslexie, c'est le trouble dont on entend parler le plus souvent, mais il y en a d'autres. Trouble du langage écrit, trouble du langage oral, la dysphasie, dyscalculie, trouble de la logique mathématique, dysgraphie, dyspraxie, trouble des gestes fins. Et donc, TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
C'est vrai que ce sont des troubles dont on ne prenait pas forcément conscience. Et puis, finalement, de nos jours, on entend souvent dans notre entourage, nos amis, des voisins, on entend plus souvent parler de ça. Est-ce que c'est parce qu'il y en a plus ou c'est qu'on arrive à mieux les diagnostiquer? Non, c'est parce qu'on a le droit de le dire aujourd'hui. Depuis la loi de 2005, on a le droit d'avoir des aménagements en scolarité. Dans le droit, on a tout, mais dans la réalité, tout va dépendre des personnalités que l'on rencontre pour vous accompagner. Voilà, alors vous le disiez, c'est souvent lors des débuts de l'apprentissage, lire, écrire, compter, qu'on se rend compte de ces troubles. Comment ça se passe, normalement, d'après la loi, quand un enfant 10 arrive à l'école? Eh bien, il faut qu'il fasse la preuve qu'il a ce trouble. Donc, il faut avoir accès à des bilans. Et dans notre société aujourd'hui, sur le plan des bilans orthophoniques, c'est parfois pas simple. On commence à manquer de professionnels pour diagnostiquer. Donc, de ce fait, parfois, les droits à aménagement ne s'appliquent pas. Donc, il faut déjà trouver un rendez-vous chez un professionnel. C'est ça. C'est pas une mince affaire. Après, il faut faire un dossier. Il faut faire un dossier. Donc, on peut être reconnu au titre du handicap ou au titre des élèves à besoins particuliers. Tout va dépendre des critères du trouble qui seront notifiés dans le bilan. Une fois ce dossier établi et la preuve, entre guillemets, du trouble, suivant les difficultés de l'enfant, il peut avoir une aide ou pas, ou des horaires aménagés? C'est pas en termes d'horaire, c'est en termes de temps pour passer ses contrôles, par exemple. Il va avoir plus de temps pour réaliser un contrôle ou pour un examen. Il peut avoir du tiers-temps supplémentaire, mais c'est surtout sur les outils nécessaires, les outils de contournement nécessaires. Aujourd'hui, on peut mettre tellement de choses en place, on a tellement de grands étudiants qui arrivent à faire des parcours qu'on aimerait que tous nos collégiens puissent avoir droit à ces aménagements d'outils pour pouvoir créer la suite de leur parcours. Parce que même dans les petites classes, pour apprendre à lire, quand les lettres se chevauchent, alors c'est pas du tout, on le rappelle, c'est pas du tout des questions d'intelligence, mais c'est difficile et la classe continue à avancer et l'enfant peut vite se retrouver tout seul. C'est ça, et c'est les outils. Il peut avoir, par exemple, sur l'ordinateur de la classe, pas forcément sur son ordinateur personnel en petite classe, mais il peut avoir des logiciels qui vont lui permettre de lire les consignes à la même vitesse que les autres. Mais il faut que ça se mette en place très tôt. Donc, et tout le monde n'est pas encore formé à le faire. Voilà, le problème, c'est aussi la formation, parce qu'il y a des textes qui disent, voilà, tous les élèves doivent être accueillis, il y a de l'inclusion qui est prévu, mais tous les professionnels, les professeurs des écoles, et même ils ont plein de choses à faire. Ils ont des élèves des classes importantes, et ça arrive à la fin. S'il y a 20% de la population touchée, ça veut dire qu'ils ont au moins 4 ou 5 élèves par classe. Et c'est effectivement un travail intense, mais ça nécessite une formation intense aussi, qui n'a pas eu lieu pour tout le monde. Donc c'est ça qui fait qu'il y a des freins qui se mettent en place. Vous, c'est ce que vous demandez, vous, avec la fédération, c'est que cette formation soit plus adaptée ? Oui, on demande que la formation des enseignants soit plus adaptée et à ce que les textes qu'on a signés, on signe des PAP ou des PPS. C'est quoi des PAP? Projets d'accueil personnalisé ou PPS, projet personnalisé de scolarité. Ça, le PPS, c'est au titre du handicap, donc si on a un dossier MDPH. Ces textes qui sont signés, surtout les PAP, ne sont pas forcément respectés. Donc c'est décevant pour les familles et pour les enfants. C'est compliqué d'avoir des accords et qui ne soient pas respectés, qui ne soient pas mis en place. Certains le sont parfois, mais pas toujours. Est-ce que... Donc ça, c'est dans les petites classes. Et évidemment, après, ça se complique un peu plus pour les grands et la vie professionnelle. C'est ça, il faut mettre plus d'outils en place, mais les outils qu'on met en place pour la scolarité, ce sont les mêmes qui vont servir en vie professionnelle. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui commencent à savoir accepter et aménager pour leurs professionnels qui ont besoin d'aide. C'est jamais perdu, il n'est jamais trop tard. Il existe à Moiron depuis 2020 la Pépinière des Talents, une prépa pour les jeunes 10 de 16 à 19 ans pour reprendre goût aux études, favoriser l'insertion sociale. Est-ce qu'il faudrait plus d'endroits comme celui-ci ? Celui-ci a le mérite d'exister pour des élèves qui sont au bord de la sortie du système scolaire. Mais c'est 12 places, c'est beau, mais c'est 12 places. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ça se mette en place dans toutes les classes. Vous organisez 2 temps publics samedi, une série de conférences de 13h30 à la Maison de la Montagne. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc plusieurs intervenants, dont un auteur de bande dessinée, une entreprise. On va voir quelques images de cette bande dessinée dyslexique. Oui, donc il sera là, il pourra faire des dédicaces pour ceux qui le souhaitent. Ces dédicaces sont des dessins essentiellement, donc c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une façon ludique de bien expliquer pour tout le monde la situation. Tout à fait.
Et puis on parlera des aménagements qui se mettent en place à l'université, par exemple à l'UGA, et d'une entreprise, comment une entreprise a intégré une ingénieure alternante avec un grand trouble du langage oral. Et puis il y aura aussi une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est le soir, c'est au cinéma Pathé-Chavant, c'est à 20h30. Et voilà, c'est assez joyeux, oui, assez ludique. Voilà, c'est d'essayer de se dire que tout ça, finalement, c'est... Il faut dépasser tout ça. Mais qu'il y a des points forts, il y a des points forts sur lesquels on peut s'appuyer. De façon émotionnelle, notamment une grande sensibilité pour les enfants 10. Voilà. Merci beaucoup Agnès Sevetrov, et pour plus d'infos, je vous signale que vous pouvez vous rapporter au Facebook de la Fédération Anna Pédis. Dans l'actualité des sorties, c'est un sportif mais c'est aussi un artiste. Après avoir lancé sa tournée à Grenoble en octobre dernier, Martin Fourcade reviendra à la MC2 le 30 avril pour une ultime représentation de hors-piste. Il nous raconte sa vie de sportif mais pas que, un seul en scène que le champion de biathlon à la retraite a déjà présenté à 17 reprises dans les plus grandes villes et à chaque fois à guichet fermé. Art du fil, mode et beauté, perles déco, bricots, scrap, papier, idées gourmandes. Si vous ne savez pas quoi faire de vos 10 doigts, le 22e salon des loisirs créatifs ouvrira ses portes à Alpexpo du 14 au 17 mars. Des exposants et des nouvelles tendances, mais aussi des ateliers, de l'origami à l'aquarelle en passant par le micro-macramé, oui ça existe, ou la sculpture sur bois. Igor Stravinsky, pianiste, compositeur et chef d'orchestre russe naturalisé français puis américain, séjourna à Vorep de 1930 à 1934. Pour lui rendre hommage, la commune organise chaque année un festival, l'édition 2024, sur le thème Métropolis. Aura lieu du 14 au 17 mars avec pour commencer jeudi soir un voyage vers New York, en compagnie notamment de Sotis Athanasiou et à la guitare et Julien Botton à l'accordéon pour évidemment une interprétation de Rhapsody in Blue de Gershwin, mais aussi du Ravel avec Michel Foyle au piano et François-Xavier Poisa au violon. L'entrée est libre, sauf pour les soirées de jeudi et dimanche labellisées 2 kilos de culture, où vous pourrez assister au spectacle en échange de 2 kilos de denrées alimentaires non périssables qui sera reversé à la Banque alimentaire. À suivre, si on parlait avec Lucille Dailly pour tracer une perspective entre art et histoire dans le berceau de la Révolution française pour les 40 ans du musée au domaine de Visil. Partir pour l'aventure sur grand écran avec le 8e festival Les Clés de l'aventure humaine au Fontanil et plonger dans les mondes infinis de la littérature fantastique quelques jours avant le salon du livre Grès Imaginaire à Crolles. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.